À la fête de famille, ma sœur a dit, certaines personnes forcent trop pour exister. Tout le monde m'a regardé. Je n'ai rien dit. Je me suis levé calmement, j'ai pris mon téléphone et appuyé sur un bouton. 5 minutes plus tard, son visage est devenu livide. Papa a murmuré, « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» J'ai souri, et ma réponse les a tous glacés d'effroi. Je m'appelle Sandrine, j'ai 34 ans, et je n'aurais jamais imaginé qu'un simple bouton sur mon téléphone pourrait faire imploser toute ma famille. Tout a commencé par une phrase, une insulte déguisée en plaisanterie, prononcée par ma sœur Océane devant 50 invités. Elle a ri. Mes parents ont ri. Mais 5 minutes plus tard, le silence qui a envahi la salle était si lourd qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. J'avais payé 25 000 € pour leur bonheur, mais ce soir-là, j'ai décidé que le spectacle était terminé. Et croyez-moi, personne n'était prêt pour le rappel. Avant de vous raconter comment j'ai mis fin à des années de manipulation en une seule seconde, j'aimerais savoir qui est avec moi aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. J'adore voir à quel point notre communauté est grande. Ce jour-là, la pluie tombait sans relâche sur la route départementale qui reliait Nantes au vignoble nantais. Mes essuie-glaces grinçaient rythmiquement sur le pare-brise de ma Peugeot 207, une voiture qui avait vu des jours meilleurs, un peu comme moi. Je serrais le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Dans le siège passager, mon sac à main contenait mon téléphone, l'instrument de ma future libération, même si je ne le savais pas encore. Je me rendais au château de Goulaine. C'est un endroit magnifique, chargé d'histoire, le genre de lieu que l'on réserve pour les mariages de contes de fées ou, dans mon cas, pour les noces d'émeraude de mes parents, Bernard et Chantal. 40 ans de mariage. 25 000 €. C'était le chiffre qui tournait en boucle dans ma tête. 25 000 €. Pour réunir cette somme, j'avais vécu comme un moine pendant 2 ans. Pas de vacances, pas de restaurant, pas de chauffage dans mon appartement dès que la température dépassait 14 degrés. Je suis experte comptable, je gagne correctement ma vie, mais je ne suis pas riche. Pourtant, quand ma mère m'avait appelé 6 mois plus tôt, la voix tremblante, pour me dire qu'il rêvait d'une grande fête mais qu'il n'avait pas les moyens, j'avais craqué. Comme toujours. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la bonne fille. Je pensais sincèrement que l'amour de mes parents était une transaction, si je payais assez cher, si je résolvais assez de problèmes, ils finiraient par me regarder avec la même fierté qu'ils réservaient à ma petite sœur, Océane. Océane. Rien que son nom me donnait une boule au ventre. À 26 ans, elle se définissait comme « coach de vie holistique ». Concrètement, cela signifiait qu'elle passait ses journées à poster des photos filtrées sur Instagram et à donner des conseils sur l'abondance financière alors qu'elle vivait au crochet de tout le monde. Principalement au mien. Je regardais mon reflet dans le rétroviseur. Je portais une robe Zara bleu marine que j'avais achetée en solde il y a 3 ans. Elle était propre, repassée, et parfaitement adéquate. Mais je savais déjà ce que ma mère allait dire. Je savais déjà que je me sentirais comme la bonne à tout faire invitée par charité à la table des maîtres. Une notification bancaire s'afficha sur l'écran de mon téléphone posé sur le tableau de bord. C'était le rappel automatique pour le virement final au traiteur. 15 000 € devaient partir à 19 h précises, heure du début du cocktail. Il était 18h30. J'avais encore 30 minutes avant que mon compte en banque ne soit vidé. 30 minutes avant de sceller mon destin de « banquier officiel » de la famille. Je soupirai, avalai ma salive, et tournai le volant pour entrer dans l'allée majestueuse du château. Je ne savais pas encore que je ne paierais jamais cette facture. Le château de Goulaine se dressait devant moi, imposant et majestueux, ses pierres de tuffeau illuminées par des projecteurs dorés qui tentaient de percer la grisaille bretonne. Le parking était déjà rempli de voitures de luxe louées ou appartenant aux amis influents que mes parents tentaient désespérément d'impressionner. J'ai garé ma petite Peugeot tout au fond, près des poubelles du personnel, par réflexe. Je ne voulais pas gâcher la vue, comme Océane me l'avait gentiment suggéré lors d'une précédente réunion de famille. En entrant dans la salle de réception, l'odeur du champagne et des petits fours flottait dans l'air. C'était une odeur d'argent, mon argent. Les lustres en cristal scintillaient, les nappes étaient d'un blanc immaculé, et au centre de la pièce,
une pièce montée gigantesque trônait comme un trophée. Mes parents, Bernard et Chantal, se tenaient près de l'entrée, rayonnants. Mon père portait un smoking que j'avais payé, et ma mère arborait une parure de bijoux que je ne reconnaissais pas. Océane était à leur côté, et mon cœur se serra. Elle était éblouissante. Elle portait une robe en soie rouge rubis, faite sur mesure, qui épousait parfaitement ses formes. Elle riait aux éclats, tenant le bras de son mari, Kevin. Kevin, avec son costume trop brillant et sa montre trop grosse, jouait le rôle de l'agent immobilier à succès, même si tout le monde à Nantes savait qu'il n'avait pas vendu une maison depuis 6 mois. Je me suis approchée d'eux, un sourire timide aux lèvres, espérant un mot gentil, un remerciement peut-être. Bonsoir, maman, bonsoir papa. Joyeux anniversaire de mariage, dis-je en leur tendant un petit cadeau personnel. Ma mère tourna la tête, son regard scannant ma tenue de haut en bas avec une précision chirurgicale. Son sourire se figea. Elle se pencha vers moi, non pas pour m'embrasser, mais pour chuchoter. « Sandrine, c'est ça que tu as décidé de porter. Cette vieille chose ? Il y a des partenaires d'affaires de Kevin ce soir, tu aurais pu faire un effort pour ne pas avoir l'air d'une employée de bureau en fin de journée. » Les mots me frappèrent comme une gifle, mais je gardai le visage impassible. J'avais l'habitude. C'est une tenue correcte, maman, répondis-je doucement. Mon père ne me regarda même pas. Il était occupé à faire signe à un serveur pour qu'il apporte plus de champagne à Océane. Allez, ne reste pas planté là, dit-il d'un geste de la main, comme on chasse une mouche. Ta table est là-bas, au fond, près de la cuisine. On a mis les cousins éloignés et les enfants ensemble, il restait une place. Je regardais la table d'honneur. Elle était décorée de fleurs fraîches, d'orchidées rares. Il y avait 6 places, mes parents, Océane, Kevin, et un couple d'amis riches qu'ils voulaient épater. Il n'y avait pas de place pour moi. Pas de place pour celle qui avait signé le chèque de réservation, celle qui avait choisi le menu, celle qui avait passé des nuits blanches à organiser ce plan de table. Je me suis dirigée vers ma place, au fond de la salle, près des portes battantes des cuisines. Le bruit de la vaisselle qui s'entrechoquait couvrait à peine les rires provenant de la table d'honneur. Océane tenait la cour, racontant à quel point l'organisation de cet événement avait été épuisante pour elle. J'ai voulu que tout soit parfait pour mes parents, l'entendis-je dire d'une voix forte et théâtrale. C'est tellement de travail de coordonner tout ce luxe. Je serrai les dents. Elle n'avait rien fait. Absolument rien. Elle m'avait juste envoyé des liens Pinterest en disant « Je veux ça, Sandrine, paie ». Et moi, idiote, j'avais payé. Je m'assis sur ma chaise pliante, regardant mon assiette vide, sentant une colère froide commencer à monter en moi, remplaçant peu à peu la tristesse. C'était une sensation nouvelle, dangereuse. Le dîner touchait à sa fin. L'atmosphère était saturée de fausse convivialité et de vapeur d'alcool. C'était le moment des discours. Océane se leva, tapotant son verre avec une cuillère en argent. Le tintement cristallin fit taire l'assemblée. Tous les visages se tournèrent vers elle, illuminés par les projecteurs. Elle rayonnait de cette confiance arrogante que seuls ceux qui n'ont jamais eu à travailler pour survivre possèdent. Merci à tous d'être venus célébrer l'amour de mes parents, mes héros, commença-t-elle, sa voix tremblante d'une émotion parfaitement simulée. Ils m'ont appris que dans la vie, le succès ne se mesure pas à ce qu'on a, mais à ce qu'on est. Ils m'ont donné les gènes de l'excellence. Des applaudissements polis retentirent. Kevin la regardait avec adoration, ou peut-être calculait-il combien d'invités il pourrait démarcher ce soir-là. Océane poursuivit, racontant des anecdotes sur son enfance dorée, omettant soigneusement de mentionner toutes les fois où j'avais couvert ses bêtises. Puis, son regard balaya la salle et s'arrêta sur moi, là-bas, dans l'ombre, près des cuisines. Un sourire cruel étira ses lèvres peintes en rouge. Et bien sûr, on ne peut pas oublier ma sœur, Sandrine, dit-elle. Le silence se fit plus attentif. C'était la première fois que mon nom était prononcé. Merci, Sandrine, d'avoir aidé pour la logistique. Tu es toujours si pratique. Elle marqua une pause, savourant l'instant. Mais vous savez, je disais à maman l'autre jour. C'est un peu triste, non ? Certaines personnes forcent trop pour exister.
Elles pensent qu'en étant utiles, elles deviendront importantes. Elle éclata d'un petit rire cristallin, cruel. C'est comme essayer d'acheter sa place au soleil quand on est fait pour l'ombre. N'est-ce pas, Sandrine? Kevin éclata de rire, un rire gras et sonore. Bien dit, chérie. L'effort du désespoir. Et le pire arriva. Mes parents ont ri. Mon père a secoué la tête en souriant, comme si c'était une bonne blague affectueuse. Ma mère a porté sa main à sa bouche pour étouffer un gloussement. Toute la salle, suivant l'exemple des hôtes, se mit à rire. 50 personnes. 50 personnes qui riaient de moi, de mes sacrifices, de ma vie entière réduite à une blague. J'ai senti le sang quitter mon visage, puis revenir en un afflux brûlant. Mes oreilles bourdonnaient. J'ai regardé ma mère, espérant voir une lueur de regret. Rien. Juste du mépris amusé. J'ai regardé mon père. Rien. Juste de l'indifférence. À cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas mon cœur. C'était la chaîne. La chaîne invisible qui m'attachait à eux depuis 34 ans. Cette obligation filiale, cette peur de décevoir, cette quête éperdue d'amour, tout cela s'est évaporé, laissant place à une lucidité glaciale. Je n'étais pas leur fille. J'étais leur domestique. J'étais leur banquier. Et ce soir, la banque fermait ses portes. Définitivement. J'ai vu Océane lever son verre vers moi, un défi dans les yeux. À ceux qui essaient trop fort, lança-t-elle. Je n'ai pas baissé les yeux. Je n'ai pas pleuré. J'ai lentement glissé ma main dans mon sac à main et j'ai sorti mon téléphone. Il était 18h58. Si vous avez déjà été humilié par votre propre famille, si vous avez déjà senti que vous donniez tout pour ne recevoir que du mépris en retour, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous quitté la salle en pleurant? Ou auriez-vous fait ce que je m'apprêtais à faire? Le téléphone pesait lourd dans ma main, mais mes doigts ne tremblaient pas. Je suis experte comptable, la précision est mon métier. Sous la nappe, à l'abri des regards indiscrets, j'ai déverrouillé l'écran. La lumière bleue illuminait mon visage, mais personne ne faisait attention à moi. Ils étaient trop occupés à porter des toasts à la médiocrité triomphante de ma sœur. J'ai ouvert l'application de ma banque. Le virement de 15 000 € destiné au traiteur et au lieu de réception était programmé pour 19 h. Il était 18h59. J'ai cliqué sur « Virement programmé ». J'ai sélectionné la ligne « Château de Goulaine, solde final ». Un bouton rouge s'afficha « Annuler ». J'ai appuyé. Sans hésitation. Un message de confirmation apparut « Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce virement ?» Oh oui. Je n'avais jamais été aussi sûre de toute ma vie. J'ai confirmé. Virement annulé. Mais je n'avais pas fini. J'ai ouvert l'onglet « Carte bancaire ». Il y a 6 mois, j'avais commis l'erreur de donner une carte secondaire liée à mon compte à Océane, pour qu'elle puisse acheter quelques décorations. Je savais qu'elle l'avait utilisée pour sa robe, pour le costume de Kevin, et pour Dieu sait quoi d'autre. La limite était élevée. J'ai sélectionné la carte au nom de Océane Dubois. J'ai cliqué sur « Faire opposition verrouillée temporairement ». L'application chargea une seconde. Puis, carte verrouillée avec succès. Je rangeai mon téléphone et pris une gorgée d'eau. Il était 19h02. Le mécanisme était enclenché. Maintenant, il suffisait d'attendre. La musique reprit. Les serveurs commencèrent à circuler pour servir le plat principal. Soudain, j'ai vu le maître d'hôtel, un homme grand à l'allure sévère, entrer dans la salle avec un iPad à la main. Il ne souriait pas. Il se dirigea droit vers la table d'honneur. Il se pencha vers mon père, puis vers Océane. Je vis Océane froncer les sourcils. Elle fit un geste agacé de la main, pointant vers son sac à main. Elle sortit la carte bancaire que je venais de bloquer et la tendit au maître d'hôtel. Il l'inséra dans son terminal de paiement mobile. 1 seconde. 2 secondes. Bip. Refusé. Océane rit nerveusement. Réessayer, c'est une erreur de puce. Le maître d'hôtel réessaya. Bip. Refusé.
Le visage d'Océane passa du rouge colère au blanc livide. Le maître d'hôtel parla à nouveau, plus fort cette fois. Bien que la musique jouât encore, j'étais assez proche des cuisines pour entendre sa voix professionnelle mais ferme. Madame, le virement final de 15 000 € qui devait arriver à 19 h a été annulé par l'émetteur. Et cette carte est bloquée. Nous ne pouvons pas servir la suite du repas sans règlement immédiat de la totalité de la somme. C'est la politique de la maison. La musique s'arrêta brusquement, comme si le DJ avait senti la catastrophe. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Tous les regards convergèrent vers la table d'honneur, où Océane semblait sur le point de vomir. Mon père, rouge de honte, se tourna lentement vers moi. Il avait compris. Il savait qui tenait les cordons de la bourse. Sandrine, appelait-il, sa voix vibrant d'une menace sourde. Sandrine, qu'est-ce que tu as fait? Je me suis levée. J'ai lissé ma robe Zara, vieillotte. J'ai pris mon sac à main. J'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard de mon père, puis celui de ma sœur. J'ai juste arrêté de forcer, papa, dis-je d'une voix claire qui porta jusqu'au fond de la salle. Comme Océane l'a dit, c'est pathétique d'essayer d'acheter sa place. Alors je vous laisse payer la vôtre. Bonne soirée. Le chaos qui a suivi mes paroles était indescriptible. C'était comme voir une fourmilière que l'on vient de piétiner. Tu ne peux pas faire ça, hurla Océane, sa voix de crécelle brisant le décorum aristocratique du château. Sandrine. Reviens ici tout de suite. Tu vas nous humilier devant tout le monde. Kevin se leva d'un bond, renversant sa chaise. Il fit mine de s'avancer vers moi, le visage tordu par la rage. Et tu te prends pour qui? Tais tout de suite. Tu gâches la soirée d'Océane. Je ne me suis même pas arrêtée. Je marchais vers la sortie, le dos droit, le cœur battant à tout rompre mais l'esprit étrangement calme. Sandrine. C'était la voix de ma mère, stridente, paniquée. Tu es une égoïste. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Comment oses-tu? Reviens payer cet homme. Je poussai les lourdes portes en chêne du château et l'air frais et humide de la nuit me frappa le visage. C'était le souffle de la liberté. La pluie avait cessé, laissant une odeur de terre mouillée et d'ozone. Mes parents m'ont suivi jusque sur le gravier du parking. Je les entendais courir derrière moi, leurs pas crissant sur les cailloux. Tu nous fais perdre la face devant les Dubois et les Le Gall, irrupta mon père en m'attrapant par le bras juste avant que j'ouvre ma portière. Je me suis retournée brusquement, me dégageant de sa prise. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Pas de la peur pour moi, mais de la peur de moi. La face, dis-je, ma voix tremblant de rage contenue. Vous venez de rire quand votre fille préférée m'a traité de moins que rien devant 50 personnes. Vous avez bu le champagne que j'ai payé en vous moquant de moi. Vous voulez garder la face? Vendez la voiture de Kevin. Ou mieux, demandez à Océane d'utiliser ses gènes de succès pour payer la facture. Tu es ingrate, pleurnicha ma mère. On est ta famille. Non, répondis-je en montant dans ma Peugeot. Vous êtes des parasites. Et l'hôte vient de mourir. J'ai démarré le moteur, enclenché la marche arrière, et je suis parti. Dans mon rétroviseur, je les voyais gesticuler sous la lumière jaune des lampadaires, minuscules, impuissants. Pour la première fois, je ne voyais pas des parents, je voyais deux escrocs en fin de carrière. Je n'ai pas pleuré sur le chemin du retour. J'ai allumé la radio et j'ai chanté. Mais une question me taraudait, comment en étais-je arrivé là? Pourquoi avais-je accepté d'être leur paillasson pendant si longtemps? La réponse se trouvait dans mon passé, et elle était plus douloureuse que n'importe quelle facture. Sur l'autoroute A11 qui me ramenait vers mon petit appartement de Nantes, les souvenirs ont commencé à affluer. Je devais comprendre pourquoi j'avais été si aveugle. J'ai toujours été l'enfant, sérieux. Celle qui avait des bonnes notes, celle qui ne faisait pas de vagues. Océane était l'enfant, solaire, celle qui avait du charme, celle à qui on pardonnait tout. Il y a 5 ans, quand j'ai obtenu mon diplôme d'expert comptable et mon premier vrai poste dans un cabinet réputé, mes parents ont soudainement changé d'attitude. Ils ne me félicitaient pas pour ma réussite, ils me félicitaient pour mon utilité. Oh, Sandrine,
Le toit de la maison fuit, m'avait dit mon père un dimanche midi, l'air accablé. Avec ta mère, on ne sait plus comment faire avec nos petites retraites. On va devoir vivre avec des seaux dans le salon. J'avais 29 ans, je venais de toucher mon premier bonus. J'ai signé un chèque de 15 000 € pour refaire la toiture. Ils m'avaient serré dans leurs bras. J'avais ressenti une bouffée de chaleur, d'appartenance. C'était une drogue. Je venais d'acheter leur affection. Puis, ce fut l'appartement d'Océane. Elle voulait se lancer, à Nantes, devenir influenceuse. Elle a besoin d'une adresse prestigieuse pour son image, Sandrine, avait plaidé ma mère. Toi, tu t'en fiches, tu es casanière. Mais Océane, c'est son outil de travail. Aide ta sœur. C'est un investissement pour la famille. J'ai payé la caution. J'ai payé les 6 premiers mois de loyer d'un T3 avec vue sur la Loire, pendant que je vivais dans un studio humide arrosé. Je me disais que c'était temporaire. Que c'était ce que les familles faisaient. Elles s'entraidaient. Sauf que l'entraide était à sens unique. En 5 ans, en comptant les prêts, jamais remboursés, les vacances familiales, où je payais tout, les factures égarées, que je réglais, j'avais dépensé près de 80 000 € pour eux. 80 000 €. C'était le prix d'un petit appartement pour moi. C'était le prix de ma liberté financière. Et qu'avais-je reçu en retour? Une robe Zara critiquée et une humiliation publique. Je me sentais stupide. Incroyablement, naïvement stupide. Je croyais acheter de l'amour, mais j'avais juste loué des acteurs qui jouaient mal leur rôle. Mais ce que je ne savais pas encore, alors que je roulais dans la nuit, c'est que l'exploitation financière n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le pire restait à venir. Une semaine plus tard, j'allais découvrir un secret qui transformerait ma tristesse en une guerre totale. Une semaine s'était écoulée depuis le fiasco du château. J'avais coupé mon téléphone, ne l'allumant que pour le travail. Il était saturé de messages vocaux haineux de ma mère, de menaces de Kevin, et de pleurnicheries d'Océane. Je n'en ai écouté aucun. Un mardi soir, on frappa à ma porte. J'ai regardé par l'œilleton, prête à appeler la police, mais ce n'était pas eux. C'était tante Mireille, la sœur aînée de ma mère. Mireille était la brebis galeuse de la famille parce qu'elle avait divorcé 3 fois et qu'elle disait toujours la vérité, même quand ça blessait. Je l'ai laissée entrer. Elle avait l'air grave. Elle posa son sac sur ma petite table de cuisine et sortit une chemise cartonnée. J'ai entendu ce qui s'est passé au château, dit-elle sans préambule. Tu as bien fait, ma fille. Il était temps. Elle s'assit et soupira. Mais tu ne sais pas tout, Sandrine. Et je ne peux plus garder ça pour moi. Si je ne te le dis pas, je suis complice. Mon cœur se mit à battre plus vite. De quoi tu parles, Tata? Elle ouvrit la chemise et me tendit une photocopie d'acte notarié. Regarde ça. C'est la vente du terrain de grand-père en Vendée. Je fronçai les sourcils. Mais papa m'a dit que ce terrain était inconstructible, qu'il ne valait rien. Qu'il n'arrivait pas à le vendre. Mireille eut un rire amer. C'est ce qu'ils t'ont dit. Regarde la date. Et le montant. Je lus le document. Date de la vente, il y a 14 mois. Montant de la transaction, 120 000 € net vendeur. Le monde tanga autour de moi. 120 000 €. Ils ont touché 120 000 € il y a 1 an, murmurai-je, la voix étranglée. Mais, il y a 1 an, maman m'a demandé de payer ses lunettes parce qu'elle disait qu'ils étaient à découvert. Je lui donne 50 € par mois pour ses médicaments non remboursés. Ils ont tout vendu, confirma Mireille. Et tu sais où est passé l'argent? Ils l'ont donné à Kevin. À Kevin? Oui. Ce génie de la finance leur a promis de doubler la mise en investissant dans une crypto-monnaie obscure ou je ne sais quelle arnaque pyramidale. Ils lui ont donné 100 000 € en liquide pour investir. Il a tout perdu en 3 mois. Je restais bouche bée. Ils avaient 120 000 €. Ils auraient pu rembourser mes prêts. Ils auraient pu payer leur propre fête. Au lieu de cela, ils avaient tout parié sur le mari incompétent d'Océane, et pendant qu'ils perdaient tout,
ils continuaient à me saigner à blanc pour 50 € de pharmacie. Ils t'ont menti, Sandrine, dit doucement Mireille. Ils t'ont volé. Pas seulement ton argent, mais ta confiance. Ils savaient qu'ils avaient cet argent quand tu as payé le toit. Ils savaient. La colère qui m'avait habité au château n'était rien comparée à la rage froide qui m'envahit à cet instant. Ce n'était plus de l'injustice. C'était de la malveillance pure. Ils m'avaient regardé me priver, manger des pâtes, porter des vieux vêtements, alors qu'ils avaient 120 000 € en banque qu'ils ont préféré jeter par la fenêtre plutôt que de me soulager d'un centime. Merci, Mireille, dis-je en me levant. Qu'est-ce que tu vas faire, demanda-t-elle, inquiète. Je vais vérifier mes comptes, répondis-je. Parce que s'ils sont capables de ça, ils sont capables de tout. Et j'avais raison. Ce que j'allais découvrir ensuite n'était pas seulement une trahison morale, c'était un crime. Le lendemain matin, je suis arrivée au cabinet d'expertise comptable où je travaille, les yeux cernés mais l'esprit affûté comme une lame de rasoir. À peine avais-je posé mon sac que la secrétaire m'interpella, l'air gêné. Sandrine, Monsieur Lecomte veut te voir tout de suite dans son bureau. Monsieur Lecomte est l'associé principal. Un homme juste mais rigide. Je suis entrée dans son bureau. Il ne m'a pas invité à m'asseoir. Sandrine, nous avons reçu un appel anonyme ce matin. Un homme. Il prétend que tu as utilisé des fonds de l'entreprise pour financer une fête privée somptueuse ce week-end. Il a donné des détails très précis sur le coût de l'événement. Mon sang se glaça. Kevin. C'était forcément Kevin. C'était sa vengeance. Essayer de détruire ma carrière, la seule chose qui m'appartenait vraiment. Monsieur, c'est faux, dis-je d'une voix ferme. C'est mon beau-frère. Je suis en conflit familial majeur depuis ce week-end car j'ai refusé de continuer à payer leurs dettes. Monsieur Lecomte me regarda par-dessus ses lunettes. L'accusation est grave, Sandrine. Détournement de fonds. Il a dit que tu vivais au-dessus de tes moyens. Je n'ai pas paniqué. Je suis comptable. Les chiffres sont mes meilleurs amis, et les chiffres ne mentent pas, je peux vous prouver mon innocence en 5 minutes, monsieur. Je vous donne accès total à mes comptes personnels et je vous montre les mouvements bancaires. Tout l'argent dépensé vient de mes économies, de mon salaire, et d'un prêt personnel que j'ai contracté auprès de ma banque, la BNP. J'ai sorti mon ordinateur portable. J'ai étalé ma vie financière devant mon patron. Il a vu les virements vers le château. Il a vu les années d'épargne. Il a vu les transferts réguliers vers les comptes de mes parents et de ma sœur. Il a vu la vérité crue d'une femme qui se saigne pour sa famille. Après 10 minutes de silence tendu, Lecomte referma l'ordinateur. Son expression s'était adoucie. C'est bon, Sandrine. Je te crois. Les comptes de l'entreprise sont audités, je sais qu'il ne manque rien. Mais voir tes comptes personnels. Il secoua la tête. Tu te fais dépouiller, ma fille. Je sais, dis-je. C'est fini. Cet homme, ton beau-frère, c'est de la diffamation. Je ne vais pas laisser passer ça. Si tu as besoin d'une attestation pour porter plainte, je te la ferai. Mais règle ça, Sandrine. Ne laisse pas ce poison s'infiltrer ici. Je suis sortie de son bureau en tremblant, non de peur, mais de rage. Kevin avait essayé de me tuer socialement. Il avait essayé de me faire licencier, ce qui m'aurait laissé sans ressources, alors merci. C'était une déclaration de guerre. Et dans la guerre, il faut connaître le terrain de l'ennemi. De retour à mon bureau, j'ai décidé de faire un audit complet de ma propre identité numérique et financière. J'ai contacté la Banque de France pour vérifier s'il y avait des incidents à mon nom. C'est là que le sol s'est dérobé sous mes pieds. Le rapport indiquait un crédit à la consommation chez Sofinco, souscrit il y a 3 mois. Montant, 5 000 €. Objet, bien de consommation courant. Je n'avais jamais souscrit ce crédit. J'ai regardé l'adresse de correspondance associée au dossier, 14 rue de la Paix, Nantes. C'était l'adresse d'Océane. Je fixais l'écran, incrédule. 5 000 €. Océane avait contracté un crédit à mon nom. Elle avait dû voler une copie de ma pièce d'identité et de mes fiches de paie la dernière fois que j'étais passé chez elle pour l'aider à faire sa déclaration d'impôt.
Elle avait imité ma signature. En France, cela porte un nom, usurpation d'identité. Faux et usage de faux. Ce n'est plus une dispute familiale, c'est un délit pénal passible de prison. J'ai appelé Sofinco. Après de longues minutes d'attente et de vérification de sécurité, j'ai eu une conseillère. Oui madame, le dossier est bien à votre nom. Les fonds ont été virés sur un compte nickel. Un compte nickel. Le genre de compte qu'on ouvre chez un buraliste, intraçable ou presque, parfait pour les petites magouilles. Madame, je n'ai jamais demandé ce crédit. C'est une fraude. J'ai raccroché. J'ai repensé au sac Chanel qu'Océane arborait fièrement sur Instagram il y a 3 mois avec la légende, #selfmade, #treat yourself. Elle se l'était payé avec mon crédit. Elle volait mon avenir pour s'acheter des accessoires. Soudain, mon téléphone vibra. Un message de ma mère. Sandrine, arrête tes bêtises. Kevin a peut-être un peu exagéré avec ton patron, mais il était en colère. On est une famille. Reviens dîner dimanche, on fera ton plat préféré, le gratin de courgettes. Et on oublie tout ça. Papa est prêt à te pardonner pour la scène du château. Te pardonner. Il voulait me pardonner. Après m'avoir volé 120 000 € d'héritage, après m'avoir humilié, après avoir essayé de me faire virer, et maintenant que je découvrais que ma sœur avait commis un crime contre moi, il voulait me pardonner avec un gratin de courgettes bon marché. J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Il pensait que j'étais encore la Sandrine qui avait peur. La Sandrine qui voulait être aimée. Mais cette Sandrine était morte au château de Goulaine. J'ai pris mon sac, j'ai imprimé les preuves du crédit frauduleux, et je suis sortie du bureau. Je ne rentrais pas chez moi. J'allais à la gendarmerie. L'odeur des commissariats est toujours la même, café froid, vieille paperasse et anxiété. J'étais assise sur une chaise en plastique dur, face à un officier de police judiciaire qui tapait ma déposition avec 2 doigts. Donc, vous confirmez déposer plainte contre Madame Océane Dubois, votre sœur, pour usurpation d'identité et escroquerie, demanda-t-il sans lever les yeux. Je confirme. Il s'arrêta de taper et me regarda. Son regard était un mélange de lassitude et de curiosité. Madame, vous savez ce que ça implique? Une fois la procédure lancée, le parquet va s'en saisir. Votre sœur sera placée en garde à vue. Elle aura un casier judiciaire. Pour 5 000 €, souvent les familles s'arrangent à l'amiable. Il n'y a pas d'arrangement possible, coupez-je. Elle a volé mon identité. Elle a mis ma situation financière en péril. Et son mari a essayé de me faire licencier ce matin en appelant mon employeur. Ce ne sont pas des erreurs, monsieur l'agent. C'est du harcèlement et du vol organisé. L'officier hocha la tête, impressionné par ma détermination. Très bien. Et pour le harcèlement de la part des parents? Je veux déposer une main courante. Pour l'instant. S'il continue de venir à mon travail, je porterai plainte pour harcèlement. J'ai signé le procès-verbal. L'encre noire sur le papier blanc semblait sceller la fin de mon ancienne vie. En sortant du commissariat, je me sentais étrangement légère. J'avais peur, oui. Peur de la tempête qui allait arriver. Mais pour la première fois, je n'étais plus une victime. J'étais le bourreau de mes propres démons. En rentrant chez moi, j'ai effectué la dernière étape de mon plan. J'ai rédigé 3 lettres recommandées avec accusé de réception. Une pour mes parents, une pour Océane, une pour les assurances. J'ai résilié la mutuelle santé de mes parents que je payais, 120 € par mois. J'ai résilié l'assurance habitation de l'appartement d'Océane, que j'avais souscrite à mon nom car elle n'avait pas de revenu fixe. J'ai envoyé un courrier à mes parents leur donnant 30 jours pour me rembourser les 5 000 € de prêts divers, ceux pour lesquels j'avais des traces écrites, faute de quoi je saisirais le tribunal d'instance. Puis, j'ai bloqué leurs numéros. Tous. J'ai bloqué leurs profils sur les réseaux sociaux. J'ai mis un verrou numérique sur ma vie. Le siège était terminé. La contre-attaque avait commencé. Un mois s'est écoulé. Un mois de silence radio. Un mois de paix. Mais comme dans toute guerre, le silence précède souvent la détonation finale. Les nouvelles me parvenaient par tante Mireille,
qui jouait le rôle d'agent double. Et les nouvelles étaient catastrophiques pour le clan Dubois. La plainte avait suivi son cours plus vite que prévu. Océane avait été convoquée au commissariat. Elle avait cru pouvoir charmer les policiers comme elle charmait ses abonnés, mais la police française ne s'intéresse pas aux filtres Instagram. Confrontée aux preuves, elle avait craqué et avoué, espérant la clémence. Conséquence immédiate, fichage FICP, fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Interdit bancaire. Sa banque a clôturé son compte et demandé la restitution de ses moyens de paiement. Sans mon argent pour payer le loyer, et avec un interdit bancaire sur le dos, le propriétaire de son appartement de luxe n'a pas tardé. Il a lancé une procédure d'expulsion. C'est là que Kevin a montré son vrai visage. Dès qu'il a compris qu'Océane ne serait plus sa vache à lait, et qu'elle risquait une condamnation pénale, il a fait ses valises. Il est parti un matin, emportant la console de jeu et la télé, et a laissé un mot sur la table: je ne peux pas gérer cette négativité. Je retourne chez ma mère à Marseille. Il a demandé le divorce par SMS 2 jours plus tard. Quant à mes parents, l'annulation de la fête leur avait coûté cher. Le traiteur exigeait des indemnités. Comme il s'était porté garant, pensant que je paierais, il se retrouvait avec les dettes. Sans leurs 120 000 euros, perdus par Kevin, sans mon aide mensuelle, ils étaient acculés. Ils ont dû mettre en vente leur camping-car, la prunelle des yeux de mon père. Ils ont dû vendre des bijoux de ma mère. Mireille m'a raconté tout ça autour d'un café. Ils sont furieux, Sandrine. Ils disent que tu es le diable incarné. Ils racontent à tout Nantes que tu as ruiné ta sœur par jalousie. Qu'ils racontent ce qu'ils veulent, dis-je en trempant un croissant dans mon café. La vérité est dans les dossiers de la police. Mais je savais qu'ils ne partiraient pas sans un dernier coup d'éclat. Les narcissiques ne supportent pas de perdre le contrôle. Et j'avais raison. Ils préparaient une dernière offensive, la plus pathétique de toutes. C'était un mardi pluvieux. J'étais à l'accueil de mon entreprise, en train de discuter avec la réceptionniste, quand les portes automatiques se sont ouvertes. Mon père et ma mère sont entrés. Ils avaient l'air terribles. Mon père avait vieilli de 10 ans, mal rasé. Ma mère n'était pas maquillée, ses cheveux étaient en désordre. C'était la première fois que je les voyais sans leur masque de respectabilité. Ils m'ont vu. Sandrine, hurla ma mère. Sa voix résonna dans le hall de marbre. Les clients et les collègues se retournèrent. La réceptionniste fit mine d'appeler la sécurité, mais je lui fis signe d'attendre. Ma mère se précipita vers moi, les larmes aux yeux. « Comment peux-tu dormir la nuit ?» cria-t-elle. « Ta sœur va être jugée. Elle risque la prison avec sursis. Elle fait des travaux d'intérêt général. Elle ramasse des ordures dans les parcs. Ma fille. Ramasser des ordures. » Mon père s'avança, le doigt levé, menaçant. « Retire ta plainte. Tout de suite. Tu vas appeler l'avocat et tu vas dire que c'était une erreur, que tu lui avais donné l'autorisation. » « Sinon quoi ?» demandai-je calmement. « Sinon tu n'es plus notre fille. » Je regardai autour de moi. Mes collègues observaient la scène, choqués. Je ne ressentais aucune honte. Juste une immense fatigue. « Écoutez-moi bien, dis-je d'une voix forte et assurée. Vous avez vendu le terrain de grand-père pour 120 000 euros. Vous avez caché cet argent. Vous l'avez donné à un escroc. Et pendant ce temps, vous m'avez laissé payer vos factures en me faisant croire que vous étiez pauvre. » Un murmure parcourut le hall. Mon père blêmit. « Ce n'est pas tes affaires. Océane a volé mon identité pour s'acheter un sac à main, continuai-je impitoyablement. Elle a commis un crime. Je ne retirerai rien. Elle est adulte, elle assume. Et vous, vous assumez d'avoir choisi l'enfant qui brille au lieu de l'enfant qui vous aime. On t'aimait, sanglota ma mère. Non, maman. On n'aime pas un distributeur de billets. On l'utilise. Et quand il est vide, on tape dessus. Mais ce distributeur est leur service. Définitivement. Je me tournai vers la sécurité. Messieurs, ces personnes me harcèlent. Pourriez-vous les raccompagner à la sortie et s'il vous plaît, assurez-vous qu'ils ne remettent plus jamais les pieds ici?
2 vigiles robustes s'avancèrent. Mon père tenta de résister, mais il n'avait plus de force. Ils furent escortés dehors sous la pluie, sous les regards méprisants de tout le hall. J'ai regardé les portes se refermer sur eux. C'était fini. Le cordon ombilical était coupé, cautérisé par la vérité. Quelques mois plus tard, le jugement est tombé. Océane a été reconnue coupable d'usurpation d'identité et d'escroquerie. Comme c'était sa première condamnation, elle a échappé à la prison ferme, mais elle a écopé de 6 mois de prison avec sursis et d'une obligation de soins. Le juge a estimé qu'elle avait une relation pathologique à l'argent et à l'image. Elle a également été condamnée à me rembourser les 5 000 € avec intérêt. Mais la vraie punition n'était pas légale, elle était sociale. À Vannes et à Nantes, la réputation est tout. L'histoire s'est sue. La coach de vie, qui volait sa sœur. Ses abonnés ont découvert la supercherie. Elle a perdu tous ses contrats de partenariat. Un jour, je faisais mes courses dans un grand centre commercial en périphérie de Nantes. Je suis passé devant les toilettes publiques. Une femme en blouse grise nettoyait le sol avec une serpillière. Elle avait les cheveux tirés en arrière, sans maquillage, l'air épuisé. C'était Océane. Elle a levé les yeux et m'a vue. Pendant une seconde, nos regards se sont croisés. J'ai vu de la honte. Une honte pure, brute. Elle a baissé les yeux rapidement, se remettant à frotter une tache imaginaire sur le carrelage. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas ressenti de triomphe malveillant, juste une tristesse distante. Certaines personnes forcent trop pour exister, avait-elle dit. Maintenant, elle essayait juste de survivre. J'ai continué mon chemin. Je n'avais plus rien à lui dire. 6 mois se sont écoulés depuis la confrontation au bureau. Ma vie a changé du tout au tout. Financièrement, c'est le jour et la nuit. Sans les sensus accrochés à mon compte en banque, j'ai vu mes économies grimper en flèche. J'ai vendu ma vieille Peugeot et j'ai acheté une petite Fiat 500 décapotable, juste pour le plaisir. J'ai déménagé dans un appartement lumineux avec un balcon où je fais pousser des tomates et du basilic. Mais le plus grand changement est intérieur. Je ne marche plus la tête basse. J'ai rencontré Marc, un architecte, lors d'un vernissage. Il ne cherche pas une maman ou un banquier. Il cherche une partenaire. Quand je lui ai raconté mon histoire, il n'a pas été effrayé. Il a pris ma main et a dit, « Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. » Mes parents? Ils vivent dans un petit HLM en banlieue. Tante Mireille me dit qu'ils sont amers, qu'ils passent leur temps à se plaindre de l'ingratitude de leurs enfants. Ils sont seuls. Personne ne vient les voir. Océane ne leur parle plus, les blâmant pour sa chute, car ils l'ont toujours gâté sans lui apprendre la responsabilité. Ils ont créé leur propre enfer, et ils y vivent désormais. Noël dernier, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. L'écriture était tremblante, celle de mon père. À l'intérieur, une carte bon marché et un billet de 20 €. Sandrine, c'est Noël. On est vieux. On a froid. On regrette. Pardonne-nous. Papa. J'ai tenu le billet de 20 €. C'était dérisoire. C'était insultant. Après m'avoir volé des dizaines de milliers d'euros, ils pensaient pouvoir acheter leur place dans ma vie pour 20 €. J'ai repensé à la fête. Au rire de mon père quand Océane m'humiliait. J'ai repensé à l'argent du terrain caché. Le pardon est une chose puissante, mais il ne doit pas être confondu avec l'oubli ou la bêtise. Pardonner, c'est ne plus laisser la colère nous ronger. Ce n'est pas inviter le loup à revenir dans la bergerie. J'ai allumé une bougie parfumée sur ma table basse. J'ai approché le coin de la lettre et du billet de la flamme. J'ai regardé le papier noircir, se recroqueviller, et devenir cendre. Je n'ai pas répondu. Mon silence était ma réponse. C'était la réponse la plus bruyante que je pouvais leur donner. Aujourd'hui, je suis libre. Libre de la culpabilité. Libre de l'obligation toxique. Libre d'être moi-même, Sandrine, une femme qui se suffit à elle-même, qui est aimée pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'elle donne. J'ai appris une leçon douloureuse mais essentielle, la famille n'est pas définie par l'ADN. L'ADN, c'est de la biologie. La famille, c'est de l'amour,
du respect et de la réciprocité. Si votre famille vous traite comme une option alors que vous les traitez comme une priorité, il est temps de rééquilibrer les comptes. Ne faites pas la même erreur que moi. N'attendez pas 34 ans. N'attendez pas de perdre une fortune. Si vous sentez qu'on vous utilise, écoutez cette petite voix en vous. Celle qui vous dit que c'est injuste. Cette voix a raison. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de couper les ponts. Vous avez le droit de vous choisir, vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était mon histoire, celle de ma libération. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et partagez-la. Peut-être qu'elle aidera quelqu'un d'autre à trouver le courage d'appuyer sur le bouton « Annuler » de sa propre vie. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite pour vous faire respecter par votre famille? Je lirai toutes vos réponses. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires. Prenez soin de vous, car vous êtes important. À très vite.